Face au non-respect des cahiers des charges par les sociétés minières, le chef de l'État Félix Tshisekedi hausse le ton. Il a toutefois appelé la ministre des Mines de remettre de l'ordre pour le bien-être des communautés locales. Et puis au Kenya, la hausse de l'impôt décidée par le gouvernement donne lieu à des controverses. Ce vendredi, certains Kenyans étaient dans la rue pour protester, mais dispersés aussi par la police. C'est l'opposant Raila Odinga qui a appelé à cette manifestation. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur Géopolis Télévision. La République démocratique du Congo est réellement en route pour les 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront du 28 juillet au 6 août 2023. Ainsi, dans le cadre des préparatifs, la radio-télévision nationale congolaise a réceptionné ce samedi 8 juillet les équipements nécessaires pour la couverture médiatique en très haute définition des activités des 9e Jeux de la francophonie. L'événement s'est déroulé à la RTNC. Les jours s'approchent de ce grand rendez-vous sportif et culturel de la jeunesse francophone, plus le gouvernement congolais affûte encore et encore les armes pour que l'organisation de ces Jeux de la francophonie soit une réussite totale. L'acquisition avait été annoncée par le ministre de la Communication et Médias lors de la signature de l'entente entre le Comité national des Jeux de la francophonie et la RTNC comme média diffuseur hôte. Patrick Mouyaya avait indiqué que le gouvernement allait doter la télévision nationale des équipements modernes pouvant permettre une bonne retransmission du signal tant au niveau national qu'à l'international. Des mains de Patrick Mouyaya, la direction générale de la RTNC a reçu 4 cars régie flambant neufs avec des équipements de retransmission. D'abord, félicitations, on ne les dira jamais assez, parce qu'avec la télévision nationale, nous avons relevé les défis de l'accueil du pape et de toutes les activités qui étaient attachés et nous espérons qu'avec le même engouement, la même détermination, les agents incarnés de la télévision nationale feront l'honneur du pays dans la production de toutes les disciplines, de toutes les compétitions qui seront attachées à ces Jeux, évidemment, la grande cérémonie d'ouverture. Aujourd'hui, nous sommes venus réceptionner du matériel. Ce matériel avait été demandé plusieurs fois par les différents États pour dire est-ce que la RTNC sera en mesure de couvrir cet événement. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin de mots pour le dire, mais j'ai besoin des images. Les gens voient des images et savent que nous sommes capables d'organiser cet événement et nous allons le faire. Les autorités de la République démocratique du Congo sont plus qu'engagées aux préparatifs, aussi bien dans la finition des infrastructures que dans la préparation des athlètes et les artistes. Certaines aires des Jeux sont déjà ouvertes aux compétiteurs pour les entraînements. Dans la même veine, le directeur national des Jeux de la francophonie vient de réceptionner 40 ambulances pour la prise en charge sanitaire rapide lors de l'événement. Avant d'aller plus loin, sachez que le président de la République, Félix Tshisekedi, vient de signer plusieurs ordonnances présidentielles portant nomination des mandataires dans différents établissements publics du pays. Ces ordonnances ont été lues ce samedi pendant la journée à la chaîne nationale par la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. Et puis, on va rester autour du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui pointe du doigt les acteurs de l'industrie minière qui, selon lui, ne respectent pas leur cahier de charges, un comportement qui impacte négativement les actions sociales en faveur des communautés locales. C'est un constat fait à la suite d'une mission d'évaluation auprès des entreprises minières et dans les communautés environnantes. Le président de la République a instruit la ministre des Mines de réunir les miniers pour une solution idoine. Le 4e point de la communication du président de la République a porté sur le non-respect par les sociétés minières des engagements pris dans le cahier de charges. À la suite d'une mission d'évaluation des obligations découlant de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises minières opérant dans la province du Haut-Katanga et du Lualaba, le président de la République a noté que les sociétés minières n'ont pas respecté certains engagements pris dans les cahiers de charges, conformément à l'article 285 septies du Code minier alinéa 4 sur lequel s'est fondée la mission d'évaluation. Dans le cadre des actions de développement durable en faveur de communautés locales impactées par le projet minier, il a été observé non seulement le retard considérable dans l'élaboration de cahiers de charges par certaines entreprises minières, mais aussi le non-respect des chronogrammes d'activité par les entreprises minières dont les cahiers de charges ont été approuvés par l'autorité compétente.
Ces comportements impactent négativement les actions sociales à réaliser par ces entreprises en faveur d'une communauté locale. Au regard du retard accusé par les entreprises concernées dans l'élaboration des cahiers de charges et l'exécution du chronogramme d'activité approuvé, le président de la République a chargé la ministre des Mines d'inviter toutes les entreprises minières déjà en phase de production de s'acquitter de cette obligation légale dans un délai bref et dans les cas contraires, de prendre des dispositions appropriées, notamment des sanctions, pour faire respecter la réglementation en la matière. Autre chose dans ce journal, dans le cadre de la diversification de l'économie de la République démocratique du Congo, les autorités congolaises misent aussi sur le secteur privé. C'est dans ce cadre, c'est dans cette optique que le Premier ministre Sama Lukonde a reçu ce vendredi une délégation de représentants du parc agro-industriel de Dingila qui œuvre dans le domaine agricole avec une spécialité dans la culture du coton à Buta, dans la province de Bas-Zuélé. Il était question de présenter entre autres au chef du gouvernement les difficultés, surtout en termes d'infrastructures, qui donnent un coup de frein à l'évolution normale de leurs activités. La directrice générale adjointe de la société qui s'est confiée à la presse au terme des échanges s'est montrée ravie d'être reçue par le chef du gouvernement auprès de qui elle a exprimé le désir ardent d'être soutenue et accompagnée par l'exécutif national sur plusieurs aspects pour ainsi accroître ce projet qui, du reste, est salué par le chef du gouvernement. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes le représentant de la société PAID. C'est Parc agro-industriel de Dingila. Nous sommes à Buta. Nous sommes une société d'agriculture de coton. Donc, nous sommes venus parler au Premier ministre pour parler comment est-ce que l'agriculture, c'est difficile, c'est pas facile, mais nous y arrivons parce que nous avons eu notre première récolte de coton. Donc, nous l'invitons aussi à venir à Buta pour voir et pour soutenir aussi les femmes et puis les agriculteurs, parce que nous avons besoin de soutien du gouvernement. Souvent, nous savons que dans notre pays, on parle beaucoup de mines, mais tout le monde aujourd'hui sait que l'agriculture, c'est très important. Et indépendamment du coton, nous sommes aussi dans l'agriculture vivrière et nous avons besoin que l'État congolais nous soutienne parce que nous avons beaucoup de problématiques comme la route, puisqu'il n'y a plus de chemin de fer, pour faire sortir justement nos nourritures. Nous avons besoin aussi que les accès puissent être, parce que comme vous savez, Buta est quand même enclavé. C'est important que nous puissions avoir des pistes de solutions pour que nos transformations arrivent à Buta. Et Buta, c'est souvent qui s'en gagne. Il faut dire que la RDC a un plan national d'investissement agricole adopté en 2013 qui met aussi un accent particulier, misant aussi bien sur le secteur public que sur le secteur public-privé. Objectif, stimuler la croissance annuelle du secteur agricole à 6%. Sachez aussi que l'Union européenne a condamné le soutien apporté par le Rwanda et la présence militaire rwandaise dans l'est de la RDC pour appuyer la rébellion M23. Dans sa nouvelle déclaration, l'UE a réitéré sa demande urgente de retrait des troupes rwandaises appuyant le mouvement du M23. Patience Lokeke. Dans un rapport du groupe d'experts des Nations Unies, l'Union européenne a condamné fermement les soutiens apportés par le Rwanda au M23 et la présence militaire rwandaise dans l'est de la RDC. Selon une déclaration du chef de la diplomatie de 27, Joseph Borrell, la rébellion du M23 a repris les armes fin 2021 et s'est emparée de vastes pans de territoire du Nord Kivu dans l'est de la RDC, frontalier du Rwanda et de l'Ouganda. Depuis les débuts, Kinshasa accuse le Rwanda d'armer cette rébellion et de combattre à ses côtés, ce qu'ont corroboré des experts de l'ONU, bien que Kigali s'en défende. En décembre 2022, l'Union européenne s'était déjà émue du soutien rwandais à ces rebelles et avait exhorté vivement Kigali à y mettre fin. Dans cette nouvelle déclaration de M. Borrell au nom de l'Union européenne, les Européens réitèrent leur demande urgente de retrait des troupes rwandaises appuyant le mouvement. Le Rwanda doit utiliser le moyen à sa disposition pour faire pression sur les groupes afin qu'ils se conforment aux décisions prises dans le cadre du processus de Nairobi et de Luanda.
Selon le chef de la diplomatie de l'Union européenne, cesser les violences conformément aux résolutions de l'ONU est aussi une responsabilité de la RDC. Ainsi, le 27 États membres appellent également Kinshasa à cesser immédiatement son soutien et sa coopération avec différents groupes armés locaux et étrangers, notamment le FDLR, et à prendre toutes les mesures légales et légitimes pour protéger la population civile sur son territoire. En sport, troisième et dernière journée de Fatigue Cup a eu lieu dans l'après-midi du vendredi 7 juillet au stade des Martyrs de la Pentecôte dans le cadre de la première édition de ce tournoi, qui s'est déroulé à Kinshasa. Pour cette première édition, le Gabon a remporté le tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale UNIFAC 2-0 face aux fauves de la RCA, la République centrafricaine, grâce à la réalisation de Jalex Mabela et Douar Soadogo au temps additionnel de la seconde période, et la RDC a gagné la seconde place grâce à sa victoire contre le Congo d'en face. 2-0. Commentaire Rachel Misenga. Les Panthères du Gabon U20 ont remporté vendredi 7 juillet à Kinshasa la première édition du tournoi de football de l'UNIFAC Fatigue Cup. Après leur victoire sur le fauve du Bas-Ubangui de la RCA 2-0, les Léopards de la République démocratique du Congo ont, quant à eux, arraché la médaille d'argent en battant le Diable Rouge du Congo-Brazzaville sur le score de 2-1. Les deux matchs se sont joués le même vendredi au stade de Martyrs de la Pentecôte. Prévue initialement pour 6 équipes, la première édition de la Fatigue Cup s'est déroulée avec 4 nations, à savoir le Gabon, les Congo, la RCA et la RDC. À l'issue de 3 journées de la compétition, les classements finaux de ces tournois se présentent comme suit. Les Gabon comme 7 points plus 3, la RDC avec 6 points plus 1, la République du Congo avec 4 points plus 1, la RCA 0 points moins 5. Pour Guy Boukassa, sélectionneur de Léopard, U20 Fatigue Cup est la première pour la République démocratique du Congo et cette compétition lui a permis de bien préparer son groupe pour le 9e jeu de la francophonie qui démarre dans quelques jours à Kinshasa. Mesdames et messieurs, on va faire place maintenant à la page internationale. Au Kenya, l'alliance de chefs de l'opposition Raila Odinga a appelé la population à manifester contre une série de hausses d'impôts controversées qui impactent négativement le coût de la vie de la population kenyane. En réponse à cette manifestation, les forces de l'ordre sont descendues dans les rues ce vendredi 7 juillet pour disperser les manifestants utilisant des gaz lacrymogènes. Commentaire Rachel Misenga. Les forces de l'ordre sont descendues en force dans les rues kenyanes vendredi en réponse à l'appel de l'opposition à manifester contre une série de hausses d'impôts controversées. Des images télévisées ont montré que le gaz lacrymogène avait été lancé pour disperser les manifestations dans la ville portuaire de Mombasa, alors que les gens scandaient « La lutte n'est pas finie ». L'alliance Azimio du chef de l'opposition Raila Odinga a appelé à des manifestations anti-gouvernementales pour contester l'impact de nouvelles taxes sur la population kenyane, déjà en proie à une grave crise du coût de la vie. La semaine dernière, le président William Ruto a promulgué une loi de finances qui devrait rapporter plus de 2,1 milliards de dollars aux caisses de l'État et contribuer à réparer l'économie lourdement endettée. La loi des finances prévoit de nouvelles taxes ou des augmentations sur une série de produits de base tels que le carburant et les denrées alimentaires et sur le transfert d'argent par téléphone portable ainsi qu'un prélèvement controversé sur tout le contribuable kenyan pour financer un programme de logement. Vendredi dernier,
La Haute Cour de Nairobi a toutefois suspendu la mise en œuvre de la législation après qu'un sénateur a déposé un recours pour contester sa légalité constitutionnelle. Malgré cette décision, l'autorité kenyane des régulations de l'énergie a annoncé le même jour une augmentation de prix à la pompe pour tenir compte du doublement de la TVA à 16% comme le prévoit la loi. Dans les quartiers centraux de Nairobi où se trouvent les principaux bâtiments gouvernementaux, la police patrouillait à pied, en véhicule et à cheval, tandis que plusieurs routes de la capitale étaient fermées. Dans la ville lacustre de Kisumu, bastion d'Ondinga, un homme à bord d'un véhicule équipé d'un haut-parleur mobilisait les habitants pour qu'ils se rendent aux urnes. Les manifestations ont été baptisées Saba Saba 7 car elles s'est déroulées le 7e jour du 7e mois. Et puis, l'ONG Médecins sans frontières réclame depuis ce vendredi la reprise immédiate de la distribution d'aide alimentaire en Éthiopie, suspendue depuis juin en raison de conflits et violences dans plusieurs régions du pays et d'une longue sécheresse dans la corne de l'Afrique. Patience Lokeke. L'ONG Médecins sans frontières réclame vendredi la reprise immédiate de la distribution d'aide alimentaire en Éthiopie, suspendue depuis juin car massivement détournée, constatant des niveaux alarmants de malnutrition dans le pays. En raison des conflits et violences dans plusieurs régions du pays et d'une longue sécheresse dans la corne de l'Afrique, plus de 20 millions de personnes en Éthiopie, soit 16% de quelques 120 millions d'habitants, dépendent fortement de l'aide alimentaire, particulièrement le réfugiés et les déplacés. Le gouvernement américain et le Programme alimentaire mondial de l'ONU ont suspendu depuis mai leur aide alimentaire à la région septentrionale du Tigré, ravagée par 2 ans de guerre, avant d'étendre cette décision à l'ensemble de l'Éthiopie en raison des détournements généralisés et coordonnés. Avant même que la suspension soit effective, nos équipes médicales constataient des niveaux alarmants de malnutrition aiguë, bien au-delà du seuil d'urgence des 15% fixés par l'Organisation mondiale de la santé, affirme Karapour, directrice de MSF en Éthiopie, dans un communiqué. La suspension de l'aide intervient après une longue période de distribution d'aide sporadique et irrégulière dans un contexte de situation humanitaire déjà désastreuse à travers le pays qui connaît sa pire sécheresse depuis 40 ans. Des difficultés économiques et de violences incessantes. Très touchée par la sécheresse qui a décimé les troupeaux de communautés pastorales, la région Somalie recense le nombre le plus important d'enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition sévère et la plus faible couverture vaccinale du pays engendre un risque d'épidémie. Dans les camps des réfugiés découlés dans la région de Gambela, le nombre d'enfants de moins de 5 ans traités chaque mois depuis le début de l'année par MSF pour malnutrition sévère a quasiment doublé comparé à la même période de 2022. Voilà, ça n'est fini pour ce journal. Mais avant de nous quitter complètement, je vous rappelle les différents titres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, hausse le ton. Il a toutefois appelé la ministre des Mines de remettre de l'ordre pour le bien-être des communautés locales. Gogne au Kenya, la hausse de l'impôt décidée par le gouvernement donne lieu à des controverses. Ce vendredi, certains Kenyans étaient dans la rue pour protester, mais dispersés aussi par la police. C'est les opposants qui ont appelé à cette manifestation. Oui, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision et bon week-end chez vous.